Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de vous présenter mon Home Lab et les Donc tout est principaux outils centralisé que en anglais. j'utilise. Vous pouvez voir ici l'onglet infrastructure en premier, network et sécurité, développement et intelligence artificielle, monitoring, multimédia et d'autres services externes. Donc l'idée, l'outil s'appelle Homepage. L'idée, c'est d'avoir un dashboard central où tu as l'ensemble des outils répertoriés, donc facile à cliquer sur un lien et se retrouver directement sur la page. Donc ce dashboard permet aussi d'avoir des métriques, ce qu'ils appellent des widgets. Donc si vous allez sur leur GitHub, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs options. Au début, j'avais les widgets et tout là qui étaient intégrés. Finalement, je les ai tout enlevés juste pour garder les liens directs. Et si j'ai besoin de métriques, je viendrai dans l'onglet monitoring comme on le verra un peu plus tard. Ici, au niveau de l'infrastructure, on a quelques outils, network aussi, ainsi de suite. Donc, on va commencer par network. On va commencer plutôt par infrastructure. Au niveau de l'infrastructure, on a le socle qui est Proxmox, que j'utilise comme virtual user. Donc, quand je clique sur le lien, automatiquement, ça me redirige vers mon cluster Proxmox. À noter que cette vidéo a son équivalent au niveau de mon blog. Il y a un article qui décrit ceci en détail. Donc, c'est cet article que je vous invite à aller lire. Je mettrai les liens en commentaire ou en description. Du coup, quand on revient ici, j'ai un cluster de 5 nœuds, dont 3 qui roulent permanemment. Là, les deux autres, les deux derniers, je pense que je les éteins au fur et à mesure dont j'ai besoin de plus de jus. Comme ça me permet d'économiser un peu l'électricité. Il y a un cron job qui roule dans mon cluster cube, comme on le verra un peu plus tard peut-être, qui permet d'envoyer des requêtes avec un LAN pour réveiller ces machines et puis d'autres pour les éteindre. Donc ici, j'ai mis trois, justement, les permanents. Ensuite, on a PBS. PBS, c'est un peu le backup pour Proxmox. Parlant de backup, il va falloir rediriger les données de VM dans un système de stockage. C'est là que rentre en jeu Trunas. Trunas, c'est un service de stockage NAS qui permet tout simplement de faire des partages de stockage en fait, comme OneDrive et consorts là. Donc ici, vous avez la possibilité de partager en NFS, puis en SMB et d'autres systèmes, comme vous le verrez un peu plus tard, auront la possibilité de monter ces disques. Ensuite, nous avons Longhorn. Longhorn est tout simplement un outil de stockage distribué spécifiquement pour Kubernetes. Ensuite, vous avez ici pgadmin pour manager Postgres. Donc, comme on le verra, j'ai un cluster Postgres qui tourne sous CNPG, Cloud Native Postgres. Ensuite, on a RostFS qui imite un peu le protocole S3 pour faire de l'object storage. Donc, quand je clique dessus, lui aussi va automatiquement me rediriger vers la page. Et puis là, je peux rentrer mes différentes informations. Voilà mes différentes buckets, par exemple. Je les utilise, comme vous le voyez ici, beaucoup pour le stockage et d'autres pour le caching, en fait. Ensuite, Longhorn, par exemple, quand je clique dessus, ça va prendre un peu de temps avant que ça load. Ok, il load plus vite que je pensais. Dans le fond, j'utilise Keda un peu pour faire du serverless au niveau de mon cluster. En fait, il s'attend à ce qu'il reçoit une requête pour réveiller ce pod-là, en fait. Généralement, le pod, il est down. Donc ici, je peux voir, par exemple, les systèmes de backup que j'ai configurés, voir les nœuds, ainsi de suite. On verra peut-être si vous êtes
intéresser dans une autre vidéo comment gérer Longhorn en fait. Au niveau des plateformes, tout est déployé via du GitOps. J'utilise beaucoup FluxCD. Donc là, vous pouvez le voir rapidement. Il est en train de charger. Si je viens dans Cube et que je viens dans Flux System, dans le namespace de Flux System, vous allez voir que un pod est en train de monter là. Il est déjà monté il y a 13 secondes. C'est Flux Web. Donc là, la page s'affiche à nouveau et là, il me demande de faire le SSO. Pour faire le SSO, j'utilise Authentic, qu'on verra un petit peu dans l'onglet de sécurité ici. Ici, c'est la plateforme web pour voir un petit peu les différentes réconciliations que FluxCD fait au niveau du cluster. C'est un peu l'équivalent de Argo CD ici que j'utilise moins. Je le garde juste pour avoir la main dessus et puis suivre un peu l'évolution, mais j'utilise plus Flux. Mais la UI de Argo, on s'entend, est plus évoluée et plus mature que celui-ci. Celui-ci, il est tout récent là. Ok, donc on va essayer de suivre, mais ça te permet quand même de suivre en fait les différents CRD de Flux, voire faire la réconciliation manuellement ou suspendre, ainsi de suite. Ensuite, on a au niveau toujours des plateformes pour la gestion de cubes, on a Headlamp. Headlamp, je l'utilise un petit peu de temps en temps dans mon téléphone. Lui aussi, il tourne dans, pareil comme Flux Web, là, il fait un petit peu de serverless. Il s'attend toujours à avoir la requête et Keda directement fait le scaling out. Donc, quand je viens dans Sign Out ici, lui aussi, il fait du SSO, toujours via du authentique. On verra tantôt. Là, il refuse de se connecter. On va actualiser. OK. Donc, cette fois-ci, j'ai accès à la plateforme et ça me permet de faire, de faire le management de mes workloads, de tout ce qui tourne au niveau du cluster Cube, en fait. Encore un autre que j'utilise moins, c'est Argo Workflow. Je l'ai essayé un petit peu pour voir s'il pouvait remplacer ma plateforme de CI/CD, mais finalement j'ai abandonné. Ensuite, on a la plateforme AKHQ qui me permet de manager mon cluster Kafka local en fait. Donc sans plus tarder, on va y aller dans Network and Security. Donc dans Network and Security, l'un des socles de mon Home Lab, c'est le DNS. OK. Là, j'utilise Pi-hole, qui est un service de DNS, DHCP et beaucoup d'autres fonctionnalités dans le blocage de publicité. Ici, en Amérique du Nord, les publicités sont très fréquentes. Donc, ça me permet, quand je rentre au moins à la maison, d'éviter beaucoup la publicité. Quand je clique dessus, c'est lui qui joue, comme je vous disais tantôt, le rôle de DNS. Ça permet d'avoir une liste d'URL de publicité, de métriques, de beaucoup de choses, de tracking déjà connues qu'on peut bloquer automatiquement en fait. Mais l'une des choses les plus importantes, c'est d'enregistrer les différents records des différents nœuds, nodes des gateways et consorts que j'utilise dans mon Home Lab. Comme ça, j'ai la possibilité de les appeler directement. Vous remarquez ici depuis le début, on a dashboard.prod et mon domaine qui est sous HTTPS. On voit que la connexion est sécurisée et que le issuer a été Let's Encrypt en fait. On va voir ça plus tard. Alors, si on revient dans Network and Security, il y a mon firewall. Côté firewall, j'utilise OpenSense. OpenSense, c'est un service open source là, qui permet justement de faire de... Je m'authentifie en premier, qui permet de faire tout ce qui est firewall. Je m'y connais moins. J'apprends beaucoup. C'est lui aussi qui joue le rôle de serveur DHCP. Je fais pas mal de choses là-dessus. Alors, justement, j'ai 2 routeurs dans le réseau et quelques switches qui permettent de faire fonctionner tout ça là en apprenant beaucoup de choses, cassant beaucoup surtout au passage. Ensuite, j'ai un reverse proxy au début. Quand j'ai commencé, tout tournait
sur Docker. Donc, j'avais un reverse proxy pour faire du load balancing, avoir des terminaisons HTTPS et consorts. Mais aujourd'hui, comme vous le verrez, j'utilise moins Docker. Et puis, depuis que j'ai découvert la fonctionnalité serverless que Kida offre, ça me permet de faire, d'installer beaucoup de services, mais de les rouler qu'au besoin en fait. Alors, au repo, il ne consomme aucune ressource quand j'ai besoin d'eux. C'est vrai que j'ai une petite latence de 15-30 secondes avant que le service monte, mais lorsqu'il monte, je l'utilise et puis 15 minutes après que je ne l'utilise plus, Keda le shutdown encore. Donc, le fameux authentique, c'est lui qui permet justement de faire le SSO au niveau de toutes les authentifications des différents services que j'ai. Donc, il joue un petit peu le rôle de Microsoft Entra ID, l'ancien Azure AD, ou Okta, ou Auth0, ou même GitHub, des fois. C'est self-hosté chez nous. Et puis, ça permet vraiment d'être autonome et faire beaucoup de choses gratuitement, surtout. Vault Warden, c'est un petit peu le service de stockage de secrets qu'on utilise. C'est un petit peu comme OnePassword. Donc, ça me permet d'enregistrer mes secrets, les informations des cartes bancaires. Comme ça, dans le réseau local, ils sont accessibles que par nous, en fait. Donc, quand je navigue avec mon navigateur, il y a une extension. Là, je suis sur une session qui ne l'a pas, mais une extension Chrome qui permet directement, Bitwarden, qui permet connectement de se connecter à Vault-Warden. Il faut noter que Vault-Warden utilise le protocole de Bitwarden. Donc, tous les outils compatibles à Bitwarden, ce serveur Vault-Warden aussi est capable de communiquer avec. Ensuite, il y a OpenBAO. OpenBAO, c'est un petit peu c'est le voûte de secret que j'utilise pour tout ce qui est gestion des secrets, surtout au niveau de mon nœud cube. Et puis, pour tout ce qui est... Vous verrez dans ce Home Lab, je vais vous le montrer tantôt lorsqu'on va aller dans les outils de dev, que j'ai un serveur Git dans lequel il y a toute la configuration en fait. Presque toute la config est as code. Donc, celui-ci permet de jouer le rôle de voûte de secret et avec l'opérateur external secret de Kubernetes, il vient pomper les secrets depuis la voûte pour les charger dans les différents pods, en fait. Ensuite, on a Physical. Physical, lui, c'est un service dont j'utilise presque une fonctionnalité. L'idée, si vous vous rappelez des fichiers .env ou bien inversé, là, ça permet de charger des secrets au moment où tu exécutes la commande en fait. J'ai un article qui parle un petit peu comment j'ai migré mes fichiers .env-rc qui contenaient l'ensemble des secrets que j'utilisais dans un dossier particulier vers un physical, je voulais dire. Donc, ils ont d'autres fonctionnalités, mais plus tu rajoutes des fonctionnalités, tu as besoin quand même de leur payer un peu pour maintenir le projet. Donc, il peut jouer le rôle aussi d'external secret pour Cube, mais cette fonctionnalité elle est payante. Je ne l'utilise pas du tout. Ensuite, quand on vient au niveau de Dev and AI, c'est là qu'on commence par la plateforme de stockage de code source, disons, c'est le Git server. Ici, j'utilise Forgero ou bien Forgero. Personne ne sait comment on le prononce réellement. Mais dans le passé, j'ai commencé avec Git-T. Puis Git-T, lui, il a été forqué à partir de Git-T, qui est rendu comme... c'est plus fully open source. Donc, lui, il reprend un peu le flambeau, mais c'est les mêmes fonctionnalités qu'on avait sur Git-T, en fait. Donc, ici, voilà le projet que j'ai appelé CraftArc, qui contient tout le code source de mon Home Lab que je compte open sourcer bientôt. Là. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs dossiers, notamment des dossiers de gestion d'agents IA et le dossier IAC. Dans le dossier IAC, comme je le disais tantôt, j'utilisais un physical pour charger les secrets lors de l'exécution de mes Ansible Playbook,
bien des fois dans des Docker Compose, puis KVTest contiennent l'ensemble des configurations GitOps que je roule avec Flux. Donc ici, il y a un dossier Flux, Helm et puis du plain à Kubernetes, et ainsi de suite. On aura l'occasion de présenter un petit peu la structure et si vous êtes intéressé, on verra plus de détails de ce qu'on fait dans ce Home Lab en fait. Donc, c'est ça. Ensuite, après celui-ci, j'ai Backstage que j'utilise moins aujourd'hui. Au début, lorsque j'ai commencé, je l'utilisais beaucoup pour faire du scaffolding. Mais aujourd'hui, avec les outils AI qui sont assez capables, j'avoue que je scaffolde moins via Backstage. Ensuite, j'ai ici un RSS feeder là. Lui, son rôle, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec prendre un petit peu de temps avant de monter quoi. Donc là, il a pris son 40 secondes de cold start, on appelle ça du cold start. Et là, vous pouvez voir que j'ai souscrit à plusieurs flux RSS qui me permet justement de rester à jour sur ce qui se passe autour de la tech et d'autres thèmes qui m'intéressent par exemple. Ensuite, j'ai la doc ici que je génère avec l'AI surtout. Donc, j'ai aussi cette doc qui est disponible publiquement. Donc, vous aurez la possibilité de voir ça si vous voulez. Je mettrai le lien dans un onglet. OK. Ensuite, ici, nous avons N8N qui permet de faire un petit peu de l'automatisation avec l'AI, qui est Agent, qui est un service qui permet de ramener justement l'intelligence artificielle, les modèles, les agents dans un cluster cube. Ça permet de faire le nouveau protocole de Google, par exemple, là, le A2A. Donc ça aussi, on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. On a OpenCode ici. OpenCode, j'utilise ici la version web que je hoste dans un système dans une machine Linux. Là. Ça me permet via la UI, depuis mon téléphone, de faire des features, de travailler en fait avec l'agent à partir de mon téléphone dans mon canapé en fait. OMLX, c'est un petit peu pour faire tourner des LLM locaux sur du MacBook Silicon, là, les fameux M. Donc, ça permet de rouler des modèles localement, comme je disais tantôt. Ici, j'ai du Gemma 4, Ornif 35 milliards de paramètres. Par exemple, si je load ce dernier-là, j'ai la possibilité de me connecter via un agent de code, soit Cloud Code, soit Pi, que j'utilise beaucoup avec. Donc là, il me demande de sélectionner. Là, on a chargé tantôt Ornif 35 milliards de paramètres. Donc ça consomme quand même un peu de RAM. Vous voyez ici, ça consomme 35 gigas de RAM. Donc ici, j'ai mon agent chargé, je peux lui dire bonjour et le bonjour va prendre un peu de temps. C'est toujours comme ça lorsqu'on charge un nouvel agent. La première exécution avant qu'il charge les choses dans la mémoire prend un peu de temps, mais vous pouvez le voir ici, comment vas-tu? La seconde devrait y aller plus vite. Ok, donc on aura aussi l'occasion d'en parler dans une autre vidéo de comment intégrer des outils locaux. Alors, j'ai aussi OpenWebUI qui permet d'avoir un chat comme ChatGPT, là, une UI, puis se connecter sur des Ornith, par exemple, là, via OMLX. Là, tu peux facilement discuter avec l'agent. C'est pas aussi rapide que ça et ça consomme un petit peu de RAM et CPU, dépendamment de quel type de machine on utilise. Alors, pour les outils de dev, on va rester là et puis on va y aller sur le monitoring. Le monitoring, j'utilise la stack classique. J'utilise du Grafana.
Prometheus et Alert Manager. Ok, donc Prometheus scrape les métriques depuis les pods, depuis les nodes et il renvoie ça et on a accès via des dashboards. Donc si je me connecte ici, j'ai la possibilité d'aller voir par exemple les ressources utilisées dans un namespace particulier ou bien dans toute ma stack. Donc ça permet d'avoir des métriques et puis décider derrière est-ce qu'on coupe des ressources par-ci, par-là. Donc ici on a Alert Manager. Alert Manager, ça permet si toutefois, par exemple, il y a une cron job, un exemple pratique, une cron job qui roule et que il y a une erreur, tu peux automatiquement faire une alerte vers un service externe. Moi, je l'utilise ici, je l'intègre avec Discord. Donc, il y a de ces erreurs dont je veux être alerté tout de suite quand elles arrivent dans mon Home Lab. Ensuite, on a Uptime Kuma aussi. Uptime Kuma aussi, c'est un service à peu près pareil qui permet de faire du monitoring sur du trafic. Donc là, j'ai quelques routeurs qui sont down et autres, mais c'est normal, je maintiens pas 24 heures sur 24 tous mes services en fait. Donc, je vais ajuster ça après. Ensuite, quand on vient au niveau du multimédia, je Selfhost aussi une plateforme de streaming de musique. Les photos et galeries, bon, ça, il remplace un petit peu, si vous voulez, le iCloud, le Google Photos. Ça permet d'avoir une plateforme où toute la famille peut uploader leurs photos et avoir des sauvegardes gratuitement entre guillemets parce que ça consomme de la ressource. Mais si tu prends pour toute l'année, ça doit être moins cher qu'un Apple iCloud ou Google Photos en fait. Donc ici aussi c'est pareil, ça prend un petit peu de temps avant que ces derniers ne montent parce que tout simplement il doit faire son cold start. Donc, si je viens dans le namespace de image, vous voyez, le conteneur est en train de monter. On va l'attendre qu'il finisse de monter. Ça va, le temps qu'il charge, on va continuer. Ensuite, il y a les audiobooks. Là, ça permet un petit peu de faire aussi des streamings, des podcasts, et ainsi de suite. Là, tu self-host le tout. Ok, donc au niveau des services externes, c'est un petit peu des liens vers des services que j'utilise. J'avoue, je m'en sers très rarement là. Je me demande si je vais maintenir cet onglet à la langue. Alors, avant qu'on finisse le tour, on va laisser Image monter. Donc, Image est monté. Cette fois-ci, si je reviens, je devrais avoir accès à la page. Donc, c'était un petit tour à haut niveau de ce que je self-host au niveau de mon Home Lab. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de UI. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, on splittera ça dans quelques petites vidéos au fur et à mesure, ça là, et maintenir à long terme. Ça fait quand même plus d'une année que je fais ce Home Lab et ça me permet vraiment d'aller apprendre beaucoup de choses dont je ne connaissais pas au début. Et surtout avec l'AI, ça permet de faire des belles documentations, d'être un coach personnel pour soi et puis d'aller apprendre vraiment beaucoup de choses là, qu'on aura la possibilité de refaire soit dans un milieu professionnel, en tout cas dans des projets perso. Donc c'est tout pour cette vidéo et si vous avez aimé cette vidéo, je vous demanderai de la liker, de faire des commentaires, des retours, comme ça me motiverait de faire d'autres vidéos. Ciao!